C'est tout bon. Voilà, donc bienvenue pour cette deuxième partie de cette dernière émission de nos lives donc sur le PAF de l'année, dernière émission de l'année. Du coup, pour cette deuxième partie, on avait bien envie de conclure un peu ces 3 mois de stream ensemble. Il y a Annelle qui va bientôt nous rejoindre. Et puis faire un petit bilan peut-être de ce projet-là qu'on a fait, du coup, qu'on a lancé il y a maintenant 6 mois. On s'est un peu jeté dans la dans la mare, enfin dans un milieu qu'on connaissait pas trop, et puis c'était un projet qui nous paraissait un peu fou au début. Enfin, il fallait aussi, on avait beaucoup de choses à apprendre. Donc on a dû se former un peu sur le tas, notamment sur la technique. Il y a des personnes ici qui ont fait un travail assez impressionnant. Et puis, ouais, et puis du coup, on s'est vu, je pense, la première réunion il y a 6 mois environ, quelque chose comme ça. Et donc, on a commencé les streams il y a maintenant 3 mois. On en a fait 7, on a traité plusieurs thématiques. On n'a pas pu aborder toutes les thématiques qu'on souhaitait. Peut-être qu'on pourra venir aussi sur des thématiques qu'on n'a peut-être pas encore eu l'occasion d'aborder. Mais c'est aussi l'occasion peut-être de remercier déjà toutes les personnes qui sont venues nous voir au stream, enfin, tous nos invités qui ont témoigné un peu et qui l'ont fait, je trouve, avec toujours, ouais, c'était toujours super intéressant, méga pertinent, etc. Donc merci à toutes ces personnes-là qui sont venues. Merci aussi à toutes les personnes qui nous ont donné un coup de main technique et autres qui ont permis à ce projet d'exister, en fait, tout simplement, parce que on avait quand même peut-être certaines lacunes sur certains points. Et puis il y a quand même des personnes qui nous ont prêté du matériel, qui nous ont expliqué comment fonctionnaient certaines choses. Donc merci à toutes ces personnes-là. On peut les citer. Ouais, Merci Steph, merci Flavio, merci Paul, Loris, Josh, Athénaïs. Ouais. Merci aussi les personnes de notre groupe qui avons lancé ça, qui sont peut-être pas là aujourd'hui. On pense à Anne, Zach et Aline. Donc on les salue bien. Et voilà. Et en plus, on a le sentiment, voilà, on a lancé ce projet il y a 6 mois. Maintenant, avec l'actualité récente du canton de Vaud, du canton de Genève, on a l'impression d'avoir visé quand même assez juste avec cette thématique des cures d'austérité. Et, peut-être la première question que je vais vous poser, c'est moi qui vais un peu poser les questions dans ce bilan un peu qu'on va discuter entre nous sur comment c'était ces émissions et puis comment on voit la suite. C'est justement, c'est quoi vous le bilan que vous faites un peu personnellement de ces 7 streams qu'on a fait? Et qu'est-ce que vous retenez? Et puis, ouais. Je voulais juste dire que Félix va poser les questions, mais que vous êtes les bienvenus pour poser les questions dans le chat aussi. Du coup, est-ce que vous voulez que je commence avec un Puis petit... faire des retours aussi dans le chat s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses que vous avez envie pour la suite, etc. N'hésitez pas non plus. Voilà. Alors, bilan de ces 7 émissions, déjà on a appris plein de choses. C'était vraiment chouette, le format long pour discuter en profondeur d'un sujet et des métiers des personnes. Peut-être c'est un format qui est un peu plus difficilement accessible pour que ça soit vu en grand nombre, on va dire, mais niveau contenu, je pense que c'était bien. Voilà, enfin, je sais pas ce qui me vient maintenant, mais on peut discuter. Moi, ce que j'ai vécu dans ces 7 émissions, c'est d'une part beaucoup d'émotions, puisqu'on vient de voir le Saint-Nicolas quand même. Il y a 4 mois ou 5 mois, je ne savais pas ce que c'était Twitch, donc ce qui a beaucoup fait rire mes enfants quand j'ai dit que j'allais participer à ça. Ça a été beaucoup de belles rencontres avec des gens du terrain qui venaient avec courage. Et ça, j'aimerais bien relever parce qu'on a demandé souvent à beaucoup de gens qui étaient coincés dans des situations difficiles où ils ne se sentaient pas de venir témoigner en public. Et puis, pour toutes les bonnes raisons qui sont... Mais qu'il y en a chaque fois quelques-unes qui ont trouvé que c'était une démarche nécessaire. Et ça, c'était vraiment cool de favoriser la parole et de mettre en évidence du courage. Donc ça, je trouvais que c'était vraiment cool. J'ai appris plein de trucs. Donc voilà. Plus le travail de notre équipe, quoi. C'était super, quoi.
Est-ce que je rajoute quelque chose? Non, mais je te rejoins à fond. Je pense que c'est une première expérience. C'est une première expérience où on était forcé d'apprendre vite beaucoup de choses. Les choses se sont faites rapidement. Elles se sont faites. C'est une première expérience dans le sens où, évidemment, tout n'a pas été parfait. Et puis, je pense qu'on a été un peu... on était meilleur, quoi, de fois en fois, on peut le dire. On acquiert des capacités, on élargit le cercle de nos connaissances. Et puis, c'est une première expérience dans le sens où c'est quelque chose... là, on ne sait pas vraiment si on va poursuivre ou pas. Mais que l'on poursuive ou que l'on ne poursuive pas dans cette manière-là, on sait qu'on peut faire des émissions Twitch. Je pense qu'on va... pour ma part, je vais réfléchir, en rediscuter aussi. Là, le bilan, il se fait un peu à chaud, on n'a pas trop réfléchi, mais... Comment réutiliser ce format Twitch, peut-être dans d'autres circonstances. J'ai l'impression que dans le milieu militant fribourgeois, c'est un peu la première fois que ça se fait. Il y avait une première expérience. Félix, peut-être que tu voudras jouer... non, mais parler de ça aussi dans le bilan que tu fais. Mais on ouvre ça, et je trouve que c'est une plateforme qui permet des choses intéressantes. Le fait qu'il y ait des gens qui puissent poser leurs questions, tout d'un coup ça élargit des gens qui n'osent peut-être pas poser des questions publiques. Ça prend aussi, alors ça prend de l'énergie, ça prend du temps, mais c'est pas la même chose d'organiser un Twitch que d'organiser une conf, quoi, comme on a pu le faire avec le Colvert. Donc j'ai l'impression que c'est un dispositif où on peut atteindre des gens qui sont intéressés, qui peuvent poser des questions, et puis on peut avoir une sorte de processus un tout petit peu démocratique d'apprendre ensemble en posant des questions, et puis de construire une vision commune des choses, une vision commune en l'occurrence des services publics, un truc qu'on bâtit à plusieurs, quoi. Et c'est clair, Twitch, c'est contrairement à d'autres dispositifs, la radio, où là on a toujours un spécialiste, un journaliste, et puis tout passe par sa perspective. Twitch, et on peut pas dire qu'on l'a fait une chier, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui nous regardent, il n'y a pas énormément de questions, mais en tout cas, je vois la possibilité. La possibilité qu'il y ait des gens de l'extérieur qui nous disent « Attendez, mais vous ne posez pas cette question-là » ou « Moi, j'ai cette expérience-là qui n'entre pas dans ce que vous dites. » Et puis, qu'on a une sorte de confrontation des points de vue qui est riche, qu'on a réussi à faire, en partie, qu'on peut refaire sur d'autres sujets. Ça, c'est quelque chose que je retiens. Quelqu'un peut prendre la parole là-dessus. Tu veux rebondir sur ton expérience que tu avais faite il y a 1 année, 2 ans? Ouais, je pense que c'était il y a 2 ans. 1 année. C'était pendant les fédérales 2023. Après nous, c'était vraiment différent dans le sens où on suivait beaucoup la politique institutionnelle. Et puis c'était justement dans le cadre des fédérales 2023 où on suivait beaucoup les débats. On avait un point de vue du coup qui était très orienté aussi sur ce dont quoi on parlait. Et puis là, moi, ce que j'ai trouvé super, en tout cas avec nos lives, c'est qu'en fait, on n'impose pas en fait notre point de vue, qui est un point de vue évidemment qui a des biais politiques, qui est pétri de certaines convictions, etc. Mais en fait, là, juste, on fait jaillir en fait le réel, quoi. En fait, c'est les gens sur le terrain qui viennent nous expliquer c'est quoi leur travail, c'est quoi leurs difficultés. C'est quoi le PAF, en fait, ça va être quoi les effets concrets en fait du PAF, ou de manière générale, en fait, c'est quoi les effets concrets de mesures politiques, on va dire, d'austérité ou de baisse de soutien pour les services publics. Et ça, je trouve, c'est super précieux. Enfin, j'ai l'impression qu'on a besoin de ça aujourd'hui dans la politique, en fait. On a besoin d'avoir de plus en plus ces paroles-là du terrain, du réel, qui puissent nous dire, ah, mais en fait, le PAF, c'est pas qu'un ensemble de mesures économiques vues par des gens dans des bureaux, en fait. Ça a des implications concrètes sur l'existence de personnes qui travaillent et sur les personnes qui ont besoin de ces services publics, etc. Et ça, j'ai l'impression que c'est là où je ferai la grosse différence entre ce qu'on faisait et puis là, ce qu'on a fait là. C'est que je crois que maintenant, pour moi, je vois vraiment l'importance assez capitale de redonner en fait la parole aux gens du terrain, quoi, enfin, qui travaillent, etc. Et de ne pas être dans des gros discours politiques qui ont leur intérêt, qui ont leur pertinence dans certaines situations. Mais je crois que globalement, peut-être qu'en Suisse, on est encore épargné, mais de manière générale, je pense que nos systèmes politiques souffrent un peu de cette déconnexion entre les personnes en dessus qui décident et puis en fait qui ont assez peu le temps, l'énergie de s'intéresser en fait à ce qui se passe en bas, quoi.
Et ça, je reprends la parole parce que je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis. Et en fait, je trouve quand même qu'on est dans l'espace public, quand on entend ce qui se fait dans les médias mainstream, il y a quand même une sorte d'hégémonie sur le type de questions qu'on pose, sur le type de discours qu'il y a. En fait, on se rend bien compte que l'espace médiatique, il est hyper balisé, par exemple, sur cette opposition gauche-droite. Je dis pas qu'il faut l'abandonner, mais sur des questions qui polarisent et qui font que les questions, on s'y attend, on sait les questions qui vont être posées, et puis on sait un peu les réponses qui vont être données par les politiciens ou politiciennes, qu'il y a cette dimension spectaculaire, j'ai l'impression, qui prend quand même de plus en plus de place, à défaut du réel dont tu parlais. Et c'est comme, j'y pense maintenant, mais c'est comme si ce qu'on essayait de faire, c'est quelque part de fracturer cette sorte de, je sais pas, cette sorte de glace qu'impose l'espace médiatique, qui nous empêche de voir vraiment ce qu'il y a au fond et de poser des questions qui sont un peu out of the box, et notamment de faire venir et d'entendre directement la parole de personnes qui travaillent, qui sont peut-être moins politisées ou qui n'ont pas voulu faire une carrière politique. Et j'ai l'impression que ce qu'on essaie de faire, c'est casser cette glace un peu. Casser cette glace pour voir ce qu'il y a au-dessous et ce qu'on peut, j'ai l'impression, je trouve quand même, l'espace médiatique habituel. Ouais, ça me fait penser à ça. Est-ce que quelqu'un veut rajouter encore quelque chose? Sinon, on peut... Peut-être ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un moment ou une situation ou quelque chose qui a été dit qui vous a particulièrement marqué pendant ces 7 streams? Est-ce que il y a peut-être faire un petit temps de réflexion je vous prends à froid avec cette question. Petit moment pour réfléchir, on a une Elisabeth, on ne sait pas qui c'est, qui dit « Même si peu de visionnement, vous avez fait là un travail important qui enrichit l'histoire et la mémoire. Bravo, à déposer à la BCU. C'est du pur patrimoine. » On la salue. Mais il y a une dimension vraie, et quelqu'un m'avait fait cette remarque. En fait, ça va rester sur YouTube. Ce que vous avez fait, ça reste sur YouTube, et on va pouvoir réécouter et l'utiliser dans d'autres contextes. Je relance la question de Félix. Pour gagner du temps aussi, je vous laisse, réfléchir. Hein. Non, ce qui me paraît effectivement un peu vraiment essentiel de ce qui a été fait, c'est le format long qui permettait ça, c'est-à-dire de ne pas avoir d'idée préconçue de quelle va être la réponse. C'est-à-dire on a pris la posture de gens qui ne connaissent pas une situation de terrain, et voilà, on est dans un échange, et déjà, je trouve que ça change complètement la perspective, c'est-à-dire qu'on n'est pas la personne qui sait et celle qui sait pas ou qui interroge et tout ça. Et cet espace d'échange, je trouve que peut-être que c'est ça qui... ça pourrait être aussi la réponse à ta question. C'est cette espèce d'horizontalité, d'intelligence collective, de partage que j'ai trouvé qui était assez touchante. Ouais. Moi, je vais peut-être revenir sur la deuxième émission, mais qui en fait était la première avec des personnes qui venaient nous parler de leur métier. C'était celle sur l'EMS, parce que le tout premier épisode, c'était c'est quoi le PAF, et puis c'était un peu plus général. Mais du coup, l'émission sur l'EMS, en fait, c'est pas forcément qu'elle a été plus marquante que les autres, mais c'est après celle-là où on s'est dit en fait, le format, il fonctionne, quoi. On avait 2 invités qui se connaissaient pas, qui viennent parler de leur métier, et puis ça a donné quelque chose. Donc voilà, peut-être s'il faut choisir un moment, c'est à la fin de cette émission où on se dit ah waouh. Puis il y avait aussi cette question-là qu'on avait au tout début, c'est en fait est-ce qu'on a envie d'apparaître à l'écran, comment ça va, qu'est-ce que ça va nous faire, etc. Et je pense aussi dans cette émission-là, assez vite ça s'est un peu dissipé ça. Je sais pas comment vous avez vécu ça, mais
c'est vrai que c'était pas anodin non plus. Enfin, genre, on a comme un peu discuté entre nous et de savoir bon, qui est prête à prendre, en guillemets, ce risque-là suivant nos travaux de ça, mais aussi bah voilà quoi, c'est pas. Enfin, on n'est pas forcément habitué à ça, quoi. Enfin, d'être devant l'écran. C'est vrai que juste par rapport à ça, Sébina, enfin je sais pas, on rencontre aussi des gens qui donnent de la force en fait, je trouve. Parce qu'il y a des situations où c'est pas facile de parler, et elles viennent. Et je trouve que ça c'est inspirant. Et sans peur et sans paf, il y a ce truc de sans peur. Et on a besoin de ça, quoi. On a besoin de se soutenir, on a besoin de se faire influencer par quelqu'un, de trouver la force pour faire un pas qui va influencer des gens derrière. Enfin, c'est comme ça qu'on fonctionne. Puis je pense qu'il y avait fort ça dans cette émission sur l'EMS. Moi, c'est aussi cette émission que j'allais mentionner. C'est marrant, mais peut-être c'est parce que c'était la première qu'on a faite en effet sur ce format-là. Mais je trouvais justement que de se rendre compte, enfin c'est bête à dire, hein, peut-être que, mais de se rendre compte qu'il y a des, en fait les personnes qui travaillent, elles savent très bien qu'est-ce qui se passe dans leur travail. Elles sont tout à fait conscientes de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas. Elles sont tout à fait capables de poser un discours ultra clair dessus. Enfin, on n'a pas besoin de le faire à leur place. Enfin, ça, je trouvais assez fort. Et puis, ouais, moi, j'avais bien aimé aussi discuter avec Nawel, du coup. C'était la première personne avec qui enfin non, la deuxième, du coup, avec qui j'interagissais. D'habitude, pour préparer les émissions, on a contact avec les intervenantes avant. Du coup, je lui avais fait un téléphone. Et elle avait vraiment réussi à me faire, comprendre son métier, comprendre qu'est-ce que ça impliquait, quel lien avec les personnes âgées elle avait. Je trouvais que c'était vraiment très fort, pour ma part. Pour moi, je travaille dans le domaine de la santé, donc il y avait beaucoup de choses sur le MS ou de l'hôpital que je connaissais, dont j'avais déjà entendu parler. Donc là, j'ai aimé les écouter, mais personnellement, là, sur ces thématiques-là, j'ai rencontré les gens et j'ai trouvé que c'était super d'avoir tous ces aspects ensemble. Moi, là où j'ai beaucoup appris, c'est sur la situation au niveau du SEJ et où j'étais assez consternée vraiment de l'état dramatique du soutien à l'enfance. C'est-à-dire que quand on entend qu'il y a, je ne sais pas, un quart du personnel qui sont en burn-out, ce qui veut dire par conséquence des situations d'enfance, ce n'est pas des dossiers, mais c'est des jeunes qui sont laissés un peu sans mesure. Et ça, j'ai trouvé ça assez choquant dans notre situation, dans ce qu'on pense être une situation où on vit bien et puis où ça va pas si mal. Ça m'a choqué. Ça reviendra. J'avais une autre. Puis moi, je crois que cet épisode, il m'a aussi pas mal marqué parce que je pense que c'est le moment où ça m'a fait le plus fort à quel point l'État faillit complètement à sa mission, quoi. Enfin, il y a vraiment. Il est en faillite, quoi. Enfin, vraiment, il a des obligations, il a des devoirs, etc. Et en fait, il remplit pas ses devoirs. Et j'ai l'impression que peut-être que malheureusement au SEJ, c'est un stade un peu plus avancé qu'ailleurs. Mais en fait, c'est un curseur qu'on pousse toujours plus. Et puis en fait, je trouve que c'est assez terrifiant, quoi. Ça allait vraiment dans ce sens-là. Ce que je voulais dire encore, c'est vraiment effectivement une faillite de l'État qu'ils assument en disant on va encore couper, ça veut dire qu'on peut soi-disant encore remplir notre mission de soins, de soutien. C'est la notion de négligence de l'État qui est revenue quand même plusieurs fois, autant dans les personnes du SEJ ou la dernière fois dans les personnes des institutions. Je trouve ça assez triste, quoi, effectivement. Peut-être ce qui était cool aussi, c'était un peu de faire des liens
entre les émissions. En fait, chaque fois, on était genre là, ah ouais, ça nous fait penser à l'émission d'avant. Et voilà. Et même, par exemple, avec celle sur l'écologie qui était quand même un peu différente, ben, en fait, on pouvait quand même retrouver des trucs de vision à court terme, qu'on peut remettre avec le SEJ, qu'on peut remettre avec d'autres trucs, où en fait, un peu, on coupe sur l'avenir, ou des choses où maintenant, on est en train d'économiser, mais en fait, dans 10, 20 ans, 50 ans, ben, elles auront quoi comme conséquence ces économies? Et donc, pour l'écologie, ben, peut-être ça sera une situation écologique catastrophique. Pour le SEJ, c'est des enfants qui vont pas avoir les soins qu'ils ont besoin à ce moment-là, et quand ils seront adultes, ça sera plus difficile. Et pour l'hôpital, ben, c'est des soins qui sont mal faits et qui ont peut-être des conséquences toute la vie sur les gens. Et du coup, ben, ça, je trouvais aussi assez intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Je rebondis dans le sens où il me semble que c'est aussi... Bah, on est quand même à un moment dans les conditions de travail où tout est vraiment en silo, où... Je veux dire, si on fait un comparatif par rapport à il y a 40, 50 ans, voilà, les grands mouvements ouvriers, ben, tout le monde est travaillé dans l'usine, les mêmes conditions, ça discute. Aujourd'hui, tout est très séparé. Tout est très séparé. On connaît bien son travail, les difficultés. Et puis, je pense que ce qui me semble nécessaire, encore plus maintenant en ayant entendu, ce qui nous semblait déjà nécessaire il y a une année et demie, on avait fait une journée avec le Colvert sur le travail. C'est de, comme tu dis, Anaël, de mettre le doigt sur les dynamiques communes qu'il y a en fait dans les différents métiers, et de refaire du commun dans ce qui est enduré par rapport au travail, à la précarisation du travail, aux conditions de travail qui se désagrègent. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut ressouder les gens ensemble, en fait, de se dire, ah mais oui, on fait des travaux différents, mais en fait, toi qui es à l'hôpital, toi qui es à l'EMS, on voit qu'il y a vraiment des éléments communs, quoi. Et puis que comment les choses elles se mettent en place, il y a des trucs communs, et du coup je pense que c'est une manière aussi de se ressouder ensemble. Je pense que tout en connaissant peu le monde du syndicat, de l'extérieur, et je l'affirme de l'extérieur, je pense de l'intérieur ils font vraiment ce qu'ils peuvent, hein, mais de l'extérieur, des fois on a envie de se dire mais plus de solidarité, quoi. Enfin, il y a les TRM qui sont en grève, il faudrait tous y aller. Et puis qu'il y ait de l'unité, et puis qu'on se soutienne, plutôt que ce soit des luttes pour des conditions, des salaires, etc., qui soient vraiment en silo, où on se rend bien compte qu'en fait, après, les chances d'instaurer un rapport de force, elles sont plus faibles. Et ce qui est en train de se passer, ce que j'espère qui est en train de se passer, mais ce qu'on voit dans le canton de Vaud, j'ai l'impression que c'est quand même fort, quoi. À Fribourg aussi, la grève, elle était quand même... Ça a surpris un peu tout le monde, quand même, qu'il y ait ce degré-là d'investissement, d'engagement. Et puis, c'est la première étape d'un processus qu'on ignore encore, mais en fait, d'un processus qui est là, vers peut-être une meilleure prise en compte de la nécessité d'être solidaire, de lutter ensemble, de mettre le doigt sur des dynamiques communes, et puis d'avoir des revendications qui sont aussi communes, quoi. Lutter ensemble. C'était un peu le sens de ma question 2 bis. Là, je me redis une fois que j'aurais peut-être dû vous envoyer les questions à l'avance. Ce qui était prévu de base. Mais du coup, ça fait complètement écho à ce que tu dis. C'est est-ce que, justement, des liens un peu entre les différentes émissions, entre les différents discours qu'on a pu entendre, et c'est quoi, du coup, ces dynamiques un peu communes qu'on a eu le sentiment sur lesquelles on a eu le sentiment de mettre un peu le doigt dessus. Est-ce qu'il y a des choses qui vous reviennent comme ça, ou vraiment des éléments un peu de langage qui reviennent en fait à chaque fois, quelle que soit un peu la profession ou Bon, moi je dirais globalement, mais c'est très global, quoi. C'est, je pense, des métiers qui ont tendance à se complexifier, où on rajoute des tâches administratives, mais aussi où
où les cas à traiter peuvent aussi devenir, les situations à traiter peuvent devenir aussi plus complexes. Et en fait où les moyens qui sont mis ne suivent pas. Enfin, les métiers évoluent, les tâches se complexifient et il y a toujours peut-être plus d'exigences aussi auxquelles répondre, mais souvent finalement les dispositifs qui sont mis en œuvre, ils suffisent pas à absorber en fait cet accroissement en fait des tâches. Enfin, ça c'est vraiment global quoi. C'est pour voilà, peut-être toi tu avais quelque chose de plus Quand t'as fini, Ok, ça marche. Mais j'ai fini du coup. Moi, dans les dénominateurs communs que je pourrais voir, c'est la plupart de ces métiers sont choisis par goût de l'autre, par goût de prendre soin, par goût de l'humain, quoi. Genre des métiers, de beaucoup des métiers dont on a parlé. Que ces professionnels de ces métiers-là sont confrontés à des tâches administratives qui sont induites par une espèce de classification des pathologies. Par exemple, on se souvient dans l'EMS, il y avait Sébina et Nawel parlaient d'un système RAI qui en fait donnait une classification du besoin de la personne de la personne âgée qui était dans le home en fonction de est-ce qu'il ou elle peut prendre sa douche toute seule, est-ce qu'il a besoin ou elle a besoin d'aide pour manger, ce qui donnait une forme de minutage de soins nécessaires qui induisait finalement une taxation et qui dans l'idéal, induisait une dotation en personnel. C'est-à-dire que, voilà, dans l'idéal, quelqu'un qui a une maladie sévère et qui a besoin de beaucoup de soins, voilà, ça augmente la dotation en personnel. Ce qu'on voit globalement, c'est que dans les faits, il y a une inertie là-dedans parce que ces systèmes RAI ou je me souviens plus des noms dans l'hôpital ou dans l'institution, mais ils sont faits genre une fois par année ou tous les 2 ans et que du coup il y a pas la réactivité nécessaire pour s'adapter aux conditions de la personne en situation de faiblesse, quoi. Quelqu'un qui chute, quelqu'un qui est dans une mauvaise période, il prend plus de temps aux soignantes. Et globalement, je trouve on a beaucoup entendu, on est toujours en train d'éteindre l'incendie. De tout ce système, en fait, ça amène beaucoup de frustration pour ces gens qui ont choisi par goût leur métier et qui sont en train de éteindre les incendies, quoi. Ils auraient dû faire pompier, peut-être. Mais c'est ça, en fait, c'est tout le côté humain, il a tendance à disparaître parce que t'es pris soit dans le rythme, soit dans la complexification, soit dans le manque de ressources. Et en fait, tu peux plus faire ton métier comme il faut et avec le petit truc en plus qui faisait que c'est pour ça que tu avais choisi ce métier. Et voilà. Pour moi, l'équivalent de éteindre les incendies, c'est gérer, quoi. On gère. Parer au plus pressé, gérer. Et puis, je te rejoins là-dessus. J'ai l'impression, bon, après j'ai fait un peu de philo, donc des fois c'est peut-être un peu le défaut que j'ai, mais si on essaie de monter encore un tout petit peu en abstraction, en fait, j'ai l'impression que c'est quand même rendre lisible, pouvoir mettre tout en tableau Excel ce qui se passe. Les gestes, on découpe tout en gestes, on découpe tout en choses qui sont mesurables, qui sont objectivables. Et puis ça, là je suis en train de lire un bouquin assez fou d'un anthropologue sur la construction de l'État, et en fait, ce qui met en lumière, c'est que le développement de l'État, c'est toujours des processus qui visent à rendre lisibles les choses.
rendre lisible la propriété privée, rendre lisible les patronymes, les gens, mettre des gens sur des propriétés privées, rendre lisible, standardiser les systèmes de mesure, etc. etc. Là, je parle il y a des centaines d'années. Mais j'ai l'impression qu'on est encore dans ce processus-là, en fait, où on a des métiers qui sont basés sur l'humain, et où, pour mieux comprendre ce qui se passe, et parfois à des fins positives, c'est-à-dire que des fois, c'est pas forcément négatif, mais en tout cas, il y a cette volonté de rendre intelligibles les choses. Et du coup, on met en case, on essaie de comprendre, on fait des catégories, et puis on dit, ben voilà, le métier d'un infirmier, c'est il passe de tâche en tâche, on spécifie les tâches. Puis après, ça peut permettre, par exemple, de facturer par rapport à la tâche faite. Dans l'IMS, ça peut permettre, par exemple, de désigner la bonne dotation personnelle. Dans l'école, ça va permettre de pouvoir donner à chaque enseignante dans chaque classe, ou plutôt à chaque élève, les bonnes mesures d'aide appropriées. Et ça, on pourrait le faire, j'ai l'impression, dans tous ces métiers-là. Et du coup, la dimension humaine, elle disparaît. Parce que dans l'acte d'apprentissage, dans l'acte de soigner, il y a quelque chose qui n'est pas mesurable. Il y a ce regard que j'ai. On va pas pouvoir... Et peut-être dans ces prochaines décennies, c'est ce qu'on va faire. Hein. Je sais pas, il y aura des systèmes qui vont voir où on regarde. Puis on va dire, ah oui, t'as regardé 3 fois cette personne, bravo. Enfin, mais en fait, c'est absurde. Et j'ai l'impression qu'on arrive un peu aux limites de ça, et à un usage hyper économiste de cette hyper transparence-là. Et qui est utilisé dans le contexte actuel à des mesures de coupe budgétaire. Et je finis juste, dernier point, et du coup je trouve que on entend parfois, même dans le discours militant des gens de gauche, et parfois nous, moi, ce qui est complètement compréhensible, des fois on revendique ce système de mesure pour demander plus. Et là je me demande des fois si on perd pas en fait. Parce qu'on entre dans ce jeu-là. On entre dans ce jeu d'acceptation que tout peut être catégorisé, et au nom de nouvelles catégories, on a le droit à plus d'argent, etc. Alors peut-être que ce qu'on devrait négocier, je sais pas, c'est peut-être une utopie, mais c'est plus d'obscurité, plus d'opacité. Donnez-nous des moyens, un cachet, puis après nous, on gère, quoi. Enfin, on gère. On fait ce qu'on veut avec ça. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe, par exemple, dans une salle de classe. C'est-à-dire que, oui, il y a les tranches horaires et ça, mais dans une salle de classe, il y a une opacité. On ne sait pas exactement ce que fait l'enseignante. Il y a 25 élèves, etc. Et c'est pour ça que je pense que l'école, dans le virage un peu néolibéral de coupe budgétaire qu'on ressent un peu partout, très fortement à l'hôpital, très fortement à l'EMS, l'école, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de résistance, parce que dans une salle de classe, on n'a pas encore fait entrer des processus d'objectivation, de capture d'informations, en fait. Bon, voilà. Là, j'ai monté un peu en abstraction, mais ça me semble quand même... intéressant, quoi. Je sais pas. Ouais, puis une des conséquences de ça, c'est que en fait, ça, c'est aussi une tâche des travailleurs et des travailleuses de devoir eux-mêmes évaluer justement leur travail, remplir ces fichiers Excel ou rendre des comptes. Enfin, ça, c'est aussi, en fait, c'est aussi une tâche administrative en plus qui se met dans les métiers. Est-ce que vous voulez encore ajouter quelque chose sur ce point-là? Ça joue. Merci du coup pour Merci pour ces retours très intéressants. Et puis peut-être pour clôturer un peu du coup cette émission, peut-être se projeter un peu sur la suite. Donc là, c'est vrai qu'on arrive aussi dans un calendrier où le référendum il va gentiment arriver à son terme. Encore une fois, n'hésitez pas à signer et puis à faire signer des gens autour de vous et à envoyer les signatures. Mais en gros, c'est jusqu'à mi-janvier ou début janvier qu'on saura si le référendum aura eu assez de signatures. Ouais, comment vous voyez un peu vous la suite? Comment vous pensez qu'on peut... alors évidemment qu'on en discutera après entre nous de manière cachée, obscure, opaque. Mais ouais, je sais pas, s'il y a des trucs comme ça qui viennent. Et moi, je me suis dit, j'ai eu une idée comme ça quand on parlait. Je me suis dit, ah, mais ce serait marrant de faire un apéro, un peu avec toutes les personnes qu'on a invitées de toutes les émissions, et puis aussi les personnes qui nous ont regardés, et puis de faire se rencontrer vraiment les personnes entre elles, quoi. Mais voilà, je sais pas si vous avez d'autres idées ou bien d'autres... ouais.
Bon, je pense qu'il y a plusieurs choses qui vont influencer la suite. Il y aura le résultat de... Est-ce que le référendum a assez de signatures ou non, et est-ce qu'il y aura une votation populaire? Parce que du coup, s'il n'y a pas de votation populaire, je sais pas, peut-être qu'on continue la chaîne, mais je pense qu'on va plus parler du PAF, ça aura plus trop de sens. Mais s'il y a une votation, pourquoi pas faire encore quelques épisodes sur... on avait d'autres idées, il y avait l'université, il y avait l'école secondaire, je sais plus ce qu'on avait évoqué encore, mais... Les TPF aussi. Ouais, transport public. Donc, ouais. Puis après, l'autre composante, c'est aussi le bilan. Là, on est les 5 à apporter beaucoup de cette émission. Donc, est-ce qu'on a encore l'énergie pour ça? Est-ce que l'équipe, tout d'un coup, se renforce un petit peu? Voilà, on fait un peu un appel. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Enfin, regardez-nous aussi, mais faites les deux. Voilà. Et ouais, je sais pas, un peu ce qui me vient à l'idée maintenant, après, à voir. Ouais, à voir. Peut-être aussi, on peut changer un peu le format. Au début, on voulait maintenir un peu ce rythme de toutes les 2 semaines pour avoir une sorte de régularité. Et puis en fait, on se rend compte que pour avoir une régularité, il faudrait faire chaque semaine. J'ai l'impression, il n'y a pas d'habitué à se dire un dimanche sur 2. Donc ce qui pourrait aussi nous permettre de se dire, on fait une fois sur 3. Ça serait une manière de faire aussi. Mais c'est vrai que je trouve que là, on est... au sortir d'une émission, on est toujours à la fois claqué et en même temps, c'était chouette, quoi. C'était chouette et on a envie. Et oui, et après, en off, on discute avec les personnes qui étaient là. D'ailleurs, Noémie m'a dit, elle se souvenait de la 4e mesure. Donc je la dis maintenant, elle voulait... 4e mesure, donc des revendications du SSP pour l'école primaire. 4e mesure, c'est 1 heure de décharge pour le travail administratif. Ce qui existe déjà au CO et ce qui existe dans le canton de Vaud. Voilà, comme ça on l'a dit, Noémie. Mais du coup, puis elle nous parle, mais oui, elle disait, sur le CO, il faut aussi faire une émission, parce qu'il y a plein de choses à dire. Ouais. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a acquis quand même des outils et des compétences pour en fait pour faire des streams sur Twitch, quoi. Déjà en nous, et si tout à coup aussi, tout à coup il y a un sujet d'actualité ou bien il y a un truc où ils nous disent mais en fait là, ce serait trop bien de faire sur ça. Je trouve que c'est aussi un des points méga positifs qu'on peut tirer de ces 3 mois de stream. Au-delà de en fait, la base de données qu'on a, de toutes ces vidéos qui sont sur YouTube et de ça qu'on pourra réutiliser, c'est un peu toutes ces connaissances, compétences qu'on a, j'ai l'impression, un peu développées. Et puis là, on a beaucoup fait le bilan et la discussion autour des premières parties de l'émission, mais il y avait aussi toutes les deuxièmes parties qui ont été assez variées. Ça a pu être un quiz, ça a pu être un autre interview, ça a pu être une tier list de vidéos politiques ou un bilan comme maintenant. Donc, ouais, à voir qu'est-ce qu'on maintient entre les deux et tout ça. C'est vrai que l'objectif au début, c'était un peu plus de mélanger les deux, avec une dimension plus divertissante dans la première partie. Et ça, on n'a pas réussi, quoi. Et force à ceux qui arrivent à le faire. Non, mais en fait, par manque de temps, mais aussi c'est des vraies compétences d'humoristique de réussir à faire se mélanger les différents contenus. Oui, puis nous, finalement, on l'a un peu on s'est séparé. quand même rendu compte que le témoignage d'un métier, ça marchait aussi bien comme ça. Parce qu'on voulait aussi faire des chroniques au début et tout. Puis en fait, juste les gens qui nous racontent leur métier, ça suffisait. Et il y avait déjà assez de contenu de encore rajouter une chronique, une blague, ouais. Peut-être aussi une chose qui a peut-être pas méga bien fonctionné, mais qui, je pense, n'est pas aidé par le fait qu'il fait nuit à 17h. C'est le fait qu'on avait aussi pensé à ces émissions comme un espace un peu de rencontre dans lequel les gens pouvaient venir en fait suivre l'émission et puis discuter avec nous. Et puis ça, c'est vrai que, encore une fois, je pense que le fait de faire ça en automne, en hiver, ça aide pas. Mais peut-être... Il n'y a que Saint-Nicolas qui vient, quoi. Il n'y a que Saint-Nicolas qui vient. Oui, et c'est vrai que la première émission, il faisait encore chaud et on avait pu laisser la porte ouverte. Et là, il y avait plus de personnes qui s'arrêtaient un peu, regarder de loin. Mais maintenant qu'on doit fermer la porte, c'est difficile pour les gens d'entrer. Je
Je te rejoins à fond et je trouve qu'il y a une synergie à trouver entre un truc Twitch qui est disponible où que tu sois, où on est habitué, enfin les gens qui regardent Twitch, ils regardent des chaînes, souvent en francophonie quoi, c'est pas trop en anglais ou je sais pas, mais des trucs On français. salue nos viewers partout dans le monde. Oui, on salue. Ouais. No shaming envers les personnes anglophones qui suivent cette scène. Surtout que grâce aux statistiques Twitch, on peut savoir un peu, non, il y a pas Ouais, il y des a souvent des bizarreries. Ouais, il y a des bizarreries. Hein. Tout d'un coup, quelqu'un qui est en Nouvelle-Zélande qui. Bref. Parce que oui, mais une synergie entre ce côté Twitch sur Internet, c'est donc disponible partout et un peu pas centré dans un endroit, quoi, avec un endroit ouvert et cette dimension fribourgeoise. Et là, je pense qu'il y a un truc intéressant qu'on a commencé à entrevoir comme beaucoup de choses, qui est à réfléchir et puis peut-être qui est j'allais dire à maturer, mais ça n'existe pas comme verbe. À mûrir dans nos réflexions, mais que je trouve vraiment intéressant parce que du coup ouais, il y a cette généralité, mais quand même Fribourg quoi, où c'est là qu'on connaît les gens et c'est là aussi parce que c'est là qu'on milite parce que ce qu'on voulait faire aussi, il me semble, in fine quand même, c'est pas de nourrir, d'avoir simplement des contenus sur Internet où les gens ils puissent de nouveau passer une heure à rien faire. L'idée c'est qu'il y ait des rencontres et puis qu'après ça mène à des prises de conscience, des engagements, des trucs un peu actifs dans la mesure du possible quoi. Au printemps, on essayera de faire une émission sur la place Python. Ça serait trop bien ça. Puis le balcon de la cathédrale, si Saint-Nicolas veut bien assumer ses opinions politiques en dehors de ce salon-là. Dans le bilan, je dirais qu'on a perdu aussi une moitié de guirlande de portes. Mais elle sera de retour pour l'année prochaine. Moi, pour la suite, en fait, je sais pas, mais je sors toujours d'une émission, comme je sais plus si c'est toi qui as dit, entre hyper fatigué, parce que c'est quand même beaucoup d'investissement, une espèce de concentration quand même qui nous amène un peu de fatigue. Moi, j'avoue, j'ai pas beaucoup aidé dans l'aspect technique parce que j'y comprends rien puis que j'ai pas tellement fait l'effort non plus, j'avoue, et désolée de m'y mettre. Toujours fatigué, mais assez enthousiaste de l'échange. Et puis ça, ce serait ça. Je serais assez enthousiaste déjà, dans un premier temps, comme tu as dit, de faire se rencontrer les gens, les personnes qui ont pris la parole là. Et puis ça, ce serait mon rêve finalement, c'est que ce qu'on a fait là, ça soit juste rien et beaucoup en même temps, c'est-à-dire un point de départ de diffusion, de partage, de discussion dans les milieux et tout ça. Puis ça, ça dépend pas tellement que de nous, quoi. Finalement, est-ce que des gens vont partager ça en disant c'était quand même un peu intéressant, donc que ça soutienne. En fait, ce que j'aime dans ce qu'on a fait, c'est la possibilité de discussion, mais au-delà de nous, quoi, en fait. Donc si on arrive à trouver une formule ou quelque chose qui permet ça, alors ouais, je trouverais ça vraiment super, quoi. Il y a une question du public. Non, il est parti. C'est pas Saint-Nicolas. Il me rappelle quelqu'un. Ouais. Viens là si tu veux. Comme ça, t'égalises. C'est plus qu'une question, c'était peut-être une remarque de l'extérieur. Pour moi, il y a deux choses qui étaient vraiment, qui m'ont marqué, que j'ai trouvé importantes en regardant les émissions que j'ai pu voir. La première, c'est que tout d'un coup, il y a une consommation de contenu Internet, mais qui est complètement locale, avec des gens qui partagent un certain quotidien. Et ça participe, j'ai l'impression, à visibiliser à la fois ce qui se passe ici sur le web, mais aussi à désabstraire un petit peu le contenu qu'on peut regarder sur Internet, ou même les contenus politiques, c'est beaucoup sur la France, ou voire à l'international, même assez peu sur la Suisse. Donc pour ça, c'est déjà un point extrêmement fort. Et puis le deuxième, si j'arrive à m'en souvenir, c'est le fait que, même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent, j'ai eu le sentiment, peut-être vous pourrez confirmer, que les personnes qui étaient ici, c'était important pour elles de tout d'un coup être visibilisées, être entendues dans une cause qui était politique.
Et j'ai l'impression que ça donne beaucoup de force. Et puis pour les quelques personnes qui ont pu regarder le stream, ça donne aussi cette force-là de voir que tout d'un coup, en fait, il y a des situations qui sont problématiques, qui sont vécues tous les jours. Ça crée de la colère, ça crée un énervement, ça crée une impuissance. Et le fait de pouvoir le dire et que c'est publicisé dans le sens où c'est rendu public, cet énervement-là, moi j'ai trouvé que c'était très fort. Donc même s'il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde le stream, pour les gens qui participent ici, puis pour les quelques personnes qui regardent, ça marque beaucoup. Donc voilà, je voulais vous remercier à toute l'équipe d'avoir pu mettre ça en place. Au nom peut-être des autres personnes qui regardent le stream aussi. Non, je trouve que c'est... ouais. Merci pour ces mots, je trouve que c'est c'est super. En tout cas, il y a plein de pistes de réflexion pour la suite là-dedans, je trouve. Du coup, on peut encourager effectivement aux quelques personnes qui ont regardé tout ça de partager des réflexions, mais aussi peut-être de venir soutenir et puis que ça nous ouvre des pistes auxquelles on n'a pas pensé. Donc, ça, ce serait vraiment bien. D'ailleurs, si vous voulez le faire, écrivez. C'est quoi la meilleure manière de nous contacter ? Sur Insta, je pense. Sur Insta ? Ou bien adresse mail sur le Colvert du Peuple. Ouais, donc soit par adresse mail au Colvert du Peuple, soit sur Insta. Je crois qu'on laisse. Ouais, on serait hyper content d'accueillir des nouvelles personnes en fait. Ou des idées. Ou des retours. N'importe quoi. Donc hésitez vraiment pas. Enfin, on est vraiment demandeurs. C'est pas. On va pas vous consulter comme le fait l'État. C'est tout le contraire là. Et je dirais aussi partager notre chaîne YouTube où il y a toutes les émissions, quoi. S'il y en a qui vous ont touché ou si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans tel ou tel domaine, de faire un peu circuler ces vidéos qui existent déjà. Et les petits extraits de vidéos qu'on vous met bientôt sur les réseaux. Je pense aussi d'un point de vue, après là je parle vraiment d'un point de vue personnel, mais je pense que moi ça m'a fait du bien de participer à ce projet-là. Enfin c'était cool de faire ça avec vous en vrai. Et je trouve que c'est ce genre de projet collectif en fait où on arrive à trouver du sens là-dedans. C'est vraiment des... Enfin ça je le dis aussi, je pense qu'on est beaucoup de notre génération, peut-être même la génération d'en dessous, à se sentir souvent méga impuissant, méga impuissante, enfin à se sentir seul, à se sentir... Enfin c'est pas évident quoi, on vit une période pas évidente sur plein de points. Et en vrai, le fait de s'investir dans des projets comme ça, collectifs, avec d'autres personnes, de se rendre compte qu'en fait, on est beaucoup à partager à ressentir les mêmes choses, à partager des fois les mêmes souffrances ou ces mêmes sentiments-là. Mais en fait, c'est super apaisant. Enfin, ça fait vraiment du bien, je trouve, de pouvoir être plusieurs à ressentir les mêmes choses désagréables, plutôt que d'être seul dans sa chambre ou au milieu d'une forêt, où sais-je. Et ouais, du coup, merci à vous pour ça. Et puis, s'il y a des personnes qui ont ce sentiment-là, même si c'est méga dur de faire le premier pas, c'est clair. Mais en tout cas, on fera notre maximum pour que que le deuxième pas soit le plus agréable possible. Parce que le premier pas, on ne peut pas le faire. Je sais pas s'il y a encore des éléments... Non, très bien. Alors, je pense qu'on va conclure comme ça. Donc c'était notre dernier stream de l'année et puis suivez-nous sur les différents réseaux pour connaître la suite. Voilà. Donc encore une fois, si vous avez des retours, ce serait super. Merci tout le monde.